Il n'y a plus de publicité désormais en ce qui concerne les activités médicales, les produits médicaux et médicinaux. C'est l'un des décrets du président de la République qui en a décidé ainsi. Dans le même temps, les publicités seront désormais réglementées dans l'enseignement supérieur privé. Ainsi en a également décidé le gouvernement du Bénin. Quel est le bien fondé de ces différentes décisions du chef de l'État et de son staff? La question est posée aux débatteurs ce matin et justement parlant de débatteurs, ils sont trois sur ce plateau. René Issou, le directeur de publication du journal Carte sur table, bonjour. Bonjour, je suis Chris, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être venu. Ange Banouin, directeur de la rédaction du journal L'Actualité, bonjour. Oui, bonjour, je suis Chris, bonjour aux amis téléspectateurs. Firmin Sossou, journaliste communicateur, bonjour. Bonjour, je suis Chris. Alors Ange Banouin, je reste avec vous. On commence par le métier de la phytothérapie. Le décret numéro 2018-262 du 28 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicaux proscrit désormais la publicité dans ce domaine. Quelle est votre appréhension de ce décret? Merci Gilles Chris. Écoutez, il faut comprendre que lorsqu'on rentre aujourd'hui dans le domaine de la communication, c'est tout un autre compartiment en ce qui vis-à-vis de l'information, qui est la communication, qui est en tout cas un domaine qui permet de mettre en valeur quelque chose. Mais lorsque cette communication-là tend à ne plus répondre des réalités dont revêt le produit dont on vante les mérites, cela pose un problème. Et dans cette dynamique-là, je pense qu'il y a déjà la loi sur l'information et la communication et également la loi sur les consommateurs qui, en réalité, encadrait le secteur. Mais étant donné que nous sommes dans un pays où la plupart du temps, il y a beaucoup de lois, mais dont l'application et l'applicabilité posent de problèmes, il était de bon ton que des voix autorisées puissent véritablement, comme on le dit, sonner le glas pour qu'on puisse véritablement revoir les choses dans la mesure du possible. Encore que nous sommes dans une société où, surtout quand on prend la médecine, la phytothérapie, il y a beaucoup d'efforts qui se font. Loin s'en faut de dire que les produits qui sont mis sur le marché sont de qualité douteuse, mais il y a un mais. Le mais, c'est que la plupart du temps, il y a aussi ces personnes en greffe déguisées qui occupent le terrain, d'autant plus que le secteur n'est pas, pour le moins qu'on puisse dire, aussi bien régenté, et qui profitent par ces canaux de communication, surtout avec les médias aujourd'hui, avec le statut, où certains ont un caractère commercial, où ils investissent les plateaux, où la plupart du temps des radios encore, et mieux en milieu périurbain, c'est quelque chose dont on n'a forcément pas idée. Avec des publicités qui se font à gauche et à droite, mais tenez-vous tranquille. Même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous découvrez des gens qui vous envoient peut-être des messages, ou bien pour un commentaire, vous voyez, ils commencent, on envoie un sujet, au lieu de répondre au sujet, ils commencent par dire je suis ci, je fais tel, etc., je fais tel. Et là, ça pose un problème. On est face à un danger qu'il faille véritablement circonscrire, sinon on risque d'en arriver là à un jour où il y aura assez de dégâts qu'on ne pourra pas contrôler. René, on a l'impression qu'il y a tellement de phytothérapeutes un peu partout au Bénin, sur les réseaux sociaux et même sur les radios, parfois même certaines télévisions, on publie tellement de produits pour guérir presque tous les maux. Et le gouvernement a trouvé que c'est la vie des populations qui est quand même en jeu. D'où ce décret. Bon, bien avant ce décret, il avait eu par le passé beaucoup de décisions qui ont été prises. La HAC avait pris une décision interdisant ces publicités mensongères par les médias et par l'envahissement des médias, des réseaux sociaux. Ça a pris une autre ampleur. Et moi, je vois que le verre dans le fruit. Parce que si vous découvrez, vous sortez un produit à bon 20 points d'enseigne, normalement, donc vous n'avez pas besoin d'aller vous investir sur les médias avant qu'on ne connaisse cela. Parce que si cela a effectivement une efficacité, mais dans votre recoin, on viendra vous chercher pour vous solliciter. Il y en a qui du 1er janvier au 31 décembre, sont toujours sur le terrain pour aller vendre le mérite de ces produits qu'ils auraient déjà sortis depuis des années. Donc, on continue de faire la propagande de ces produits. Alors qu'on constate que dans notre pays, surtout en Afrique, au moins 80% des populations font recours aux produits phytothérapeutiques. Donc, pourquoi on interdit ce genre de choses? Est-ce que ça, c'est effectivement efficace par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont les mesures d'analyser le taux de toxicité, la posologie
tout ce qui entoure. Parce que même la médecine moderne ne peut pas couvrir tous les besoins en soins, de premiers soins des populations. Donc, les deux médecines se côtoient. Néanmoins, au-delà du décret qui a été pris, il faudrait qu'on recadre et qu'on voit si est-ce que ceux-là, parce qu'ils ne mentent pas tous, dans nos vieillards, nos parents, ils ne se soignent pas ces plantes-là. Donc, c'est une manière de les recadrer et de les suivre. Parce que je prends un cas, si vous permettez, c'est pas de la publicité, et Benjamin Agon a pu parler. Vous voyez comment ça a raflé beaucoup de prix. Vous avez quand même fait de la publicité ça a déjà. raflé, donc je prends. Vous avez fait de la publicité ça a tout de raflé même. beaucoup de prix. Et donc, c'est parti de là. À partir de ces matières premières, on peut aller plus loin. Néanmoins, il faudrait qu'on les recadre parce qu'il y a des produits miracles. Un seul produit peut guérir toutes les maladies du monde et on ne bouge pas, on reste dans son coin. Et parce qu'on sait qu'à travers les médias, on peut vite atteindre la cible. Et nous sommes un pays à taux d'analphabète élevé, donc tout le monde pense que c'est là où il y a la guérison et on fait recours sans mesurer les conséquences qui surviennent après. Firmin Sossou, votre commentaire également de ce même décret? Je pense que il est à saluer la décision du gouvernement. Ce décret vient fisser les normes qu'il faut en matière de respect de la communication en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et puis les produits médicinaux. Je voudrais dire que ce n'est pas les tests qui posent problème chez nous au Bénin. Les tests, nous avons les tests, il faut obliger les gens à respecter les tests. Et avant d'obliger ceux qui sont dans le secteur à respecter les tests, il faudrait que l'État met en activité les structures de contrôle. Les structures de contrôle, déjà, il faut contrôler les normes de ces produits qui sont fabriqués. Maintenant, les structures existent certainement parce que les gens ne veulent pas se faire certifier par ces structures. Ils vont faire des publicités sans que le gouvernement ne contrôle le flux. C'est tellement pour interdire ces publicités que le décret a été pris. Justement, les structures existent, mais ces structures ne fonctionnent pas. Quand vous prenez par exemple au niveau de la communication, au fait, c'est des gens qui veulent vendre leurs produits. Ils ont les médias leur donnent des espaces, mais alors que en temps normal, il y a des décisions de la HA, par exemple, qui interdisent cela, qui suit le respect de cette décision. Lorsque les gens sont fautifs, comment on arrive à les sanctionner? Il faudrait qu'on arrive à sanctionner ces gens pour que ceux qui ambitionnent de faire la même chose se rendent compte que ce n'est pas possible, ce n'est pas permis. Parlant de sanctions, oui. Le décret dont j'ai parlé, le décret numéro 2018-262 du 28 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicaux, stipule en son article 3, et je vous le cite, sans préjudice des mesures administratives et autres sanctions pénales auxquelles ils peuvent s'exposer par ailleurs, sont punis d'une amende d'1 million à 5 millions de nos francs CFA les auteurs, co-auteurs ou complices d'émissions, d'affichage ou de diffusion de publicité interdite par l'article 1er du présent décret. Donc la sanction est prévue en même temps par le décret. La sanction est prévue par le décret et c'est cela est à saluer. Maintenant, lorsque des gens vont enfreindre à ces tests, qu'est-ce qui serait fait? Parce que si la sanction existe et existe sur papier, c'est que les gens seront obligés. Nous avons la culture de ne pas dénoncer, d'accord, nos voisins, de ne pas dénoncer nos proches, de ne pas dénoncer ce qui se fait, mais tout le monde observe. Mais c'est quand même bien d'avoir pensé régenter le secteur, oui ou non? Oui, je dis bien que la décision est à saluer. La décision est à saluer. Maintenant, il faut que les Béninois également eux-mêmes prennent conscience, Ange Banouin, ceux qui s'improvisent. Bon, si je le dis peut-être ainsi, le mot est peut-être trop fort, mais ceux qui publient les produits médicaux, médicinaux sur les radios, sur les télévisions et qui n'ont peut-être pas l'agrément du ministère de la Santé, désormais seront contrôlés. Et même ceux qui avaient l'agrément, peut-être qu'il y aura de nouvelles normes avant de faire des publicités. Ange Banouin, est-ce que la conscience de tous n'est pas interpellée dans ce contexte? Évidemment, et vous voyez, lorsque vous prenez par exemple le décret, vous voyez qu'il y a certains ministres qui sont véritablement cités pour pouvoir s'occuper de la situation. Oui. Et j'ose espérer que cet acte ne sera pas un acte de plus. Et
l'implication, sinon l'inclusion des ministres des différents secteurs que sont la santé, de l'intérieur, de la communication et également de la justice, qui sont normalement cités, voudra certainement dire qu'il y aura un travail qui sera fait certainement pour pouvoir régenter, harmoniser le secteur. Quand on sait qu'aujourd'hui, dans le secteur par exemple de la pharmacie, le secteur est en réaménagement. Je pense que, sans être dans le secret des dieux, que certainement c'est aussi dans une mesure de pouvoir réorganiser le secteur que cela est en train d'être mis en œuvre. Surtout quand on sait que, de façon traditionnelle et même empirique, on se réclame d'être une société de culture traditionnelle dont les soins médicinaux et consorts nous donnent la latitude de pouvoir répondre face à certains maux. Et là, on pourrait peut-être aujourd'hui, on se taxe souvent de dire que nous avons quand même une médecine, contrairement à ce que les gens disent de traditionnelle. Les Chinois parlent peut-être de médecine chinoise et non de médecine traditionnelle et qu'on voudrait bien valoriser la nôtre. Mais il faudrait un cadre bien sécurisé, un cadre bien sain, un cadre qui répond à des normes données pour évidemment permettre de mettre à l'abri les consommateurs de ces produits-là, de les mettre à l'abri de tout danger. Parce que lorsque vous savez que même en pharmacie, un produit est d'abord un poison. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'usage n'est pas fait de façon modérée et suivant les normes données, vous pouvez vouloir soigner un mal et en créer un autre. Bien sûr. Donc, il est donc de bon ton qu'on puisse bien organiser le secteur et permettre et pourquoi pas aussi, qu'est-ce qui dit qu'en organisant le secteur, qu'il n'y aurait peut-être pas des moyens aussi pour accompagner ceux qui font de la bonne recherche, quand on sait que des gens, pour ne pas citer des exemples qui ont été nommément déjà annoncés ici, sont aujourd'hui au niveau de la scène internationale. Donc, si le cadre est mis en œuvre pour pouvoir donner l'élan qu'il faut, je pense qu'on pourrait aussi partir du simple fait que nous ayons des produits tagués de médecine traditionnelle pour pourquoi pas les certifier à des normes au niveau international. Ange Banois le disait tout à l'heure, on a commencé les réformes dans la médecine moderne en suspendant l'ordre des pharmaciens. On a même emprisonné des grossistes répartiteurs qui ont été reconnus coupables d'avoir vendu des faux médicaments, de faux produits. Est-ce que pour les produits locaux dont on n'a aucune certification, aucune assurance, est-ce que la réforme n'est pas une suite de ce qui avait commencé dans la médecine moderne, Firmin? Ouais, c'est une suite logique, mais comme je l'ai dit tantôt, il faudrait avoir des laboratoires, des laboratoires de contrôle pour savoir qui fait quoi et qui est compétent et qui n'enfreint pas aux règles établies par l'État. Parce que, vous savez, les gens sont à la recherche du profit. Et en temps normal, dans ces secteurs, on ne fait pas de publicité. Parce que c'est des produits de nécessité. La personne est venue vers vous. Vous n'avez pas besoin de l'appeler. Vous n'avez pas besoin de montrer que c'est vous le meilleur dans le secteur. Non, vous vous imposez à travers ce que vous produisez sur le marché. Donc, en temps normal, on ne devrait même pas... Il n'y a même pas de publicité à faire, il n'y a rien à faire. C'est des produits de nécessité. Quand on tombe malade, c'est pas à son voisin de lui dire il faut aller à l'hôpital. Mais lui-même sent le besoin d'aller à l'hôpital. Il se déplace, il va à l'hôpital. Et quand on lui prescrit des médicaments, il va acheter ces médicaments lui-même. Maintenant, à côté, nous avons une culture, nous avons été habitués aux produits. Nous n'avons pas l'habitude d'aller dans les pharmacies et autres. On prend des tisanes. Ça, c'est bien. Mais il faudrait que l'État aussi tienne compte de cela pour pouvoir accompagner dans la mesure du possible, ceux qui produisent ces produits afin que ça ne soit pas des poisons pour nos populations. Aurélien Isson, on entend également sur les chaînes certains publicistes qui viennent parler peut-être des bagues magiques, de certains produits que vous allez utiliser pour vous laver, pour avoir de la chance, ainsi de suite. Est-ce que ces produits-là aussi sont concernés par ce décret? Tout ce qui est rapport à la santé, oui. Parce que la santé n'a pas de prix. Moi, je voudrais nuancer que ce n'est pas qu'on interdit ces recherches à ceux-là qui sont dans le domaine, mais on veut juste leur rappeler que quand on est dans ce domaine, on n'a pas besoin de faire de la publicité. C'est tout ce que les pharmacies ne viennent pas publier leurs produits. Parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui dépassent la médecine moderne, que la médecine traditionnelle parvient à guérir. Donc on peut pas on ne les décourage pas, tant mieux si c'est bon. Néanmoins, ils n'ont pas le droit d'aller faire de la publicité comme si c'est un produit, comme on fait pour du pain bien du choix. Non, ils doivent suivre le règlement. Comme vous êtes dans un domaine donné, il y a des lois qui encadrent. Aussi l'applicabilité de ce décret.
j'avais appelé quelqu'un fortuitement hier, il me disait que non, que ça a des trous pris, depuis 2004, ça se brûlait. Et 3 mois après, la calme sur ses mains, le reste, ça reprend de plus belle. Donc, si celui qui est dans le domaine dit ça déjà, il faudrait que l'État me sache que oui, et certainement avec ce gouvernement, je ne pense pas qu'il aurait, si c'est irresponsable de sa part, d'aller sortir un décret et ne pas l'appliquer. Que les ministres concernés, surtout par rapport au ministère de la Communication, par exemple, là, sont On a parlé du ministre de la Santé, le ministre de l'Économie numérique et de la Communication, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, donc le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, qui sont chargés donc de veiller au suivi de ce décret. Oui, parce que d'ici là, tous ces ministères qui sont concernés, ils vont produire maintenant les arrêtés d'application de ce décret. Et donc, je prends par exemple par rapport à la HAC, si c'est au niveau des médias, la HAC doit sortir un arrêté pour dire, au vu de telle chose, tel doit être observé. Mais il ne faudrait pas qu'au bout de quelques temps, qu'on lâche prise et que ça se reprenne. Ce n'est pas du tout conseillé. Et aussi, c'est pas pour je le répète, ce n'est pas pour décourager ceux qui sont dans ce domaine. Mieux, ils peuvent bien faire les recherches. Et il y en a même qui s'ajoutent déjà des laboratoires. Ils sont avec des professeurs d'université en matière de santé pour les aider à voir le taux de toxicité. Maintenant, le problème est ceci, s'il y a 10 produits et c'est un seul qui est efficace, on emballe le reste. Si on doit revenir par rapport aux établissements universitaires qui, à partir de cette filière, on emmène d'autres. Donc, c'est le cas ici. Il faudrait que ce que vous avez fait comme recherche, allez plus loin, et ça peut honorer notre pays. Parce qu'on a démontré qu'il y a un produit qui est sorti et qui lutte contre peut-être l'anémie, par exemple, et c'est presque dans des pharmacies. Et le monsieur démontrait qu'avec ce seul produit, le bénéfice se développe plus, puisque si on l'autorise à avoir l'ouverture sur le marché nigérien seul, mais si c'est vendu à 1000 francs, l'État peut prendre 500 francs, lui-même peut prendre 500 francs, et ça va encore faire sortir des produits d'autres devises. Donc, on ne dit pas que ce qu'ils font est tout à fait mauvais. Néanmoins, il faudrait qu'ils restent dans le cadre légal pour que cela puisse servir le peuple. À toute fin utile, il y a quand même des chercheurs qui ont été récompensés à l'international. Aurélien avait commencé à en citer, on ne va pas citer des noms, mais il y a des gens quand même qui font du bon travail dans ce domaine, il faut le reconnaître. Oui, il y a des gens qui font du bon travail, mais il faut observer aussi que en temps normal, on ne devrait pas faire de la publicité. Et que les pharmacies ne font pas de la publicité. Oui. Les hôpitaux aussi ne font pas de publicité pour dire, bon, nous on vend tel produit. C'est à l'hôpital qu'on vous prescrit. Cela voudra dire que ceux dont les produits coulent et ceux-là qui font du bon produit ne font pas de publicité. En réalité, on fait de publicité pour faire couler un produit sur le marché. Et c'est quand ça ne marche pas on commence par faire la promotion, qu'on commence par faire des publicités autour pour faire juste pour un temps. Jusque pour un temps. Donc, il faut observer qu'en temps normal, les populations doivent savoir que ceux qui font tout le temps de la publicité autour de leurs produits, en réalité, ils doivent avoir un problème au niveau de la production, c'est-à-dire de la qualité. De la conception du produit. Je parlais des produits mystiques, des produits un peu particuliers. Mais je voudrais faire une petite nuance. Il ne faudrait pas que les gens fassent de l'amalgame. Ce n'est pas une façon d'opposer la médecine traditionnelle à la médecine, en tout cas moderne, mais plutôt de pouvoir amener les nôtres à pouvoir aller, en tout cas... se prendre un peu plus au sérieux. Et mieux encore, à pouvoir aller perfectionner ce qu'ils font. Parce que, vous savez, surtout avec la communication et les masses médias, il y a beaucoup de choses, il y a des cibles, ça touche beaucoup de gens. Et vous voyez, par exemple, normalement, quand on souffre d'un mal, il y a des étapes. Il faut d'abord se rendre dans un hôpital, consulter, diagnostiquer le mal. Mais vous voyez que vous êtes assis devant votre poste téléviseur ou bien votre radio et vous entendez que tel. Donc, cela amène donc à adopter des attitudes qui en réalité ne concourent pas à soigner les maux dont nous souffrons. Donc, il y a un problème de santé qui se pose là. Et vous voyez qu'on a des cas de maladies qu'on découvre du jour au lendemain ou bien au CNHU, on dit il y a surtout l'insuffisance rénale, machin, sur la base des médicaments qui sont pris à gauche et à droite. Donc, cela nous amène donc à réfléchir, à revoir notre système, en tout cas, les mécanismes qui sont mis en œuvre pour pouvoir soigner les maux. Voilà. Et si tant est que les produits qui sont sortis par les uns et les autres sont de qualité et dont nous ne doutons d'ailleurs pas, une fois que vous faites consulter et qu'il faille véritablement vous soigner avec ces médicaments-là, il n'y a pas de quoi ne pas le faire. Je pense même qu'il y a même des centres de santé qui s'occupent, eux, spécialement
de la thérapie. Thérapie, bien sûr. Thérapie. Donc ceux-là, ils sont spécialisés. On sait que quand vous venez, il y a le processus qui tient, il y a les consultations, il y a le suivi. Contrairement à ceux qui se mettent devant les médias et qui vantent comme si c'était des petits pains. Les médicaments ne sont pas de petits pains qu'il faille se mettre au bord de la voie pour vendre à tout venant. Cela répond à des normes parce que l'abus de médicaments comme tout autre produit est nuisible à la santé. Donc on ne saurait donc laisser ou bien livrer les populations à aller à tout bout de champ. Encore que on sait qu'avec la magie des ondes, je ne dirais pas la manipulation, elle est grande, sinon pour ne pas dire l'information. Parce que en termes de communication, il y a une autre idée derrière la communication. La communication, ce n'est pas de vous servir forcément la bonne information, mais c'est aussi influencer votre action que vous il y a quelque chose, si vous permettez, qui paraît un peu abstrait. On a dit toute activité. Parce que les gens passent par une forme déguisée pour dire je veux parrainer telle activité, mais c'est pour couler mes produits, pour qu'au relais, par ces médias, on puisse s'apercevoir que c'est telle personne. Toute activité médicale. Donc c'est un peu abstrait et il faudrait que ça, c'est un point qui guette beaucoup de cela. Je reste avec vous, Aurélien, pour évoluer justement. Vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, l'autre piège aussi, c'est ce qui concerne les alicaments. On parle d'alicaments, c'est-à-dire c'est des produits en réalité qui proviennent des substances organiques que l'on utilise en termes de repas, c'est-à-dire de nourriture, mais c'est transformé en médicaments, quoi. Mais là, il faudrait que l'État arrive à contrôler la qualité, même pour savoir si les gens ont mis dans ces produits d'autres substances qui entrent dans la composition des médicaments. Pour ne pas citer des noms, c'est eux qui font les moyens. Aussi les moyens. Oui, l'État doit avoir les moyens parce que la Constitution même oblige l'État à garantir aux citoyens le bien-être et la santé. Très bien. Sinon, sur le plan médical, vous allez voir qu'il y a même des bonbons qui sont provenus de la Chine et qui guérissent. Ouais, c'est de ça que je voulais revenir. Très bien. Ces produits que vous voyez, que les gens livrent souvent et qui disent ça permet tout au moins de garder la forme, d'être toujours jeune, etc. Donc, en tout cas, c'est vrai que s'il y a des couloirs, il y a des canaux spécialisés pour pouvoir commercialiser ça, mais ce ne sont pas des produits qu'on doit soumettre à de la communication, Parce que dans le même temps, il y a des structures qui regroupent ces produits phytothérapeutiques provenus de l'extérieur, je ne veux pas citer le nom ici, qui sont chargés d'écouler ces produits. On en connaît beaucoup. Donc il faudrait qu'au même moment où on interdit, on demande notre tête recadrée, que ceux-là aussi soient recadrés. Très bien, je reste avec vos reliens. Dans l'enseignement supérieur privé, il y a également des normes en matière de publicité. Le décret 2018-261 du 27 juin 2018 portant réglementation de la publicité sur les établissements privés d'enseignement supérieur dispose de ce que n'importe quel établissement privé d'enseignement supérieur n'est pas autorisé à faire de la publicité. Et le décret dit déjà en son article 1er que chaque année, 90 jours avant le lancement de l'année académique, on publie la liste des établissements homologués qui ont le droit de faire de la publicité. Ceux qui ont peut-être des autorisations d'enseigner dans des filières données doivent s'en tenir à là, au lieu peut-être de faire des publicités à tout va. Qu'en pensez-vous, Aurélien? Oui, comme je l'avais dit, à bon 20 points d'enseigne, parce que si vous allez voir qu'il y a des écoles supérieures qui n'ont jamais fait de la publicité, privée, et qui font qui ont de très bons résultats, qui forment de très bons cadres. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette publicité? C'est peut-être pour camoufler ces lacunes. Parce que, nous sommes actuellement dans le système LMD. Et si vous prenez, est-ce que ces écoles respectent les normes? Vous allez voir que la ministre, par sa ténacité, a dû exiger les examens nationaux au niveau de la licence et des masters pour les établissements. Parce que en LMD, est-ce qu'ils ont le nombre de professeurs, doctorants, bien docteurs qu'il faut recruter? Est-ce qu'ils recrutent? Est-ce qu'ils parviennent à assurer tout ce qu'il y a comme normes requises en matière d'intellectuels par rapport aux professeurs qui sont recrutés dans ces établissements? Je ne pense pas. Et mieux, pas une seule, quand on a l'autorisation d'une seule filière, bien de deux filières, on a même plein, qui n'est contrôlé d'aucune manière, parce qu'on sait que, bon, j'ai des copains là-bas, ainsi de suite, et ces enfants sont
sont, je peux dire, servent de cobayes. Parce qu'à la fin, vous allez les voir dans la vie active. Ça ne donne pas, ça ne donne rien de toi. Il faudrait qu'on aille plus fort. Parce que je ne pense pas que les établissements, tout ce qui est école, ne paient pas d'impôts. Je ne pense pas. Donc, on profite de là. Où est-ce qu'ils trouvent de l'argent pour aller faire cette publicité? Là, on peut La dire. contribution. Ok, donc ça veut dire que. La scolarité. Tout à fait. Si vous devez, on ne doit pas faire de publicité. Tout comme le secteur de la maison ne doit pas faire de la publicité pour ce genre de choses. Si c'est bon, les gens iront. Très bien. Ange Banouin, dans l'enseignement supérieur privé, pas de publicité n'importe comment. Et le décret que j'ai cité tout à l'heure aussi en parle suffisamment. Évidemment, comprenez que nous sommes là dans une logique, la logique des examens nationaux qui normalement prend fin cette année-ci. Non. Et lorsque L'année prochaine. C'est 3 ans. 3 ans. les années, oui, je pense que le dernier examen en tout cas, des examens, la ministre a dit que c'est la dernière année qui est. Ça, c'est le BTS. Ça, c'est le BTS, BTS, par exemple. Ici, c'est Voilà. les examens nationaux Voilà. de Oui, licence voilà. et de Et de master. master. Voilà. Ça a démarré en Et 2017, lorsqu'on ça a fini en 2019. lorsqu'on est dans cette logique-là, lorsqu'on est dans la logique de recadrer le secteur et d'accréditer, en tout cas, et d'accréditer les établissements qui seront reconnus, je pense qu'il faille baliser le terrain pour éviter que, à tout va, que certains se mettent à créer des filières dont ils n'ont pas les compétences. Et en dehors de cela, lorsqu'on prend aujourd'hui, on dit que le taux de chômage est galopant et qu'il n'y a pas d'emploi et que les gens ont des diplômes qui sont à la maison, cela pose le problème de la formation et aussi des débouchés. Parce que vous avez pas mal d'établissements qui, soit dit au passage, disent qu'ils forment dans des filières dont on ne sait pas quel est le débouché chez nous, dont les gens finissent et carrément ils sont à la maison parce qu'il n'y a pas d'issue, ou bien c'est pratiquement des filières dans lesquelles la demande en termes d'employabilité n'est pas du tout Forte. voilà, du tout élevée. Donc, quand on met ensemble tout cela, on se rend donc compte qu'en réalité, il faille véritablement assainir ce secteur-là. Encore que le domaine de la publicité, c'est un domaine qui est astreint à la manipulation. Et lorsqu'on fait de la communication en termes vulgaires, comme on le dit, c'est qu'on a une intention derrière. Lorsque vous êtes un établissement privé et que vous communiquez, vous faites de la publicité, c'est tellement que vous voulez gagner quelque chose. Il y a le gain qui est derrière. Alors que c'est vrai qu'on ne peut pas interdire à un établissement privé de pouvoir faire du chiffre, mais il ne faudrait pas que cela l'emporte sur la qualité et sur ce qui se fait en réalité. Très bien. Parce que si on croise les bras, on risque. Ce sont les gouvernants qui vont en payer le loup tribut. Parce que si on on ferme les yeux là-dessus, quand les gens seront formés, ou bien on va les dire, venez, il y a telle formation, mais en réalité ce n'est pas ça, ou bien les compétences ne seront pas à même de pouvoir les rendre compétitifs, que ce soit au niveau national ou à l'international. Le poids du chômage, dont on sait qui est une bombe, ça va peser sur les gouvernants. Et dans cette condition-là, il faille donc prendre les dispositions pour éviter qu'à l'avenir, qu'il n'y ait pas de génération sacrifiée. Et mieux, aujourd'hui, on dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'adéquation entre la formation et l'emploi. Donc, en réalité, il faille qu'on revoie véritablement de fond en comble les offres de formation qui sont données dans nos universités pour éviter que certains servent de cobayes ou bien de vaches à lait pour de soi-disant promoteurs d'établissements. Firmin Sossou, on constate que les réformes dans l'enseignement supérieur en général continuent et s'étendent désormais sur l'enseignement privé. Oui, au fait, la prospérité de notre État dépend de ces deux domaines, la santé et puis l'enseignement. Vous savez, au Bénin, ce n'est pas les tests, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas les tests qui manquent. Nous avons les tests et mieux de beaux tests. Mais le respect, pas le passé. Je pense que la ministre de l'Enseignement supérieur, elle a pris un arrêté pour interdire à certains établissements privés la création de certaines filières qui existent déjà à l'ENAM. Mais déjà, parce que les examens sont terminés, il faudrait déjà commencer par faire des publicités pour avoir l'effectif qu'il faut. Les gens ont déjà commencé par faire des affiches et mettre déjà des filières qui sont à l'ENAM, alors qu'en temps normal, ces filières sont à l'ENAM pour former des cadres essentiellement pour l'État. Essentiellement pour l'État. Et c'est que la procédure, je ne sais pas la procédure qui est mise en place, et aujourd'hui, les gens qui reçoivent ces formations dans des écoles privées participent à des concours. On est allé même à donner la possibilité à certaines personnes d'avoir des diplômes reconnus par l'État. Non, ça ne doit pas se passer comme ça, parce que, vous savez, il y a des filières
les magistrats, par exemple les magistrats, les greffiers, c'est des filières qui nécessitent. À l'ENAM, ce n'est pas 10 de moyenne, la moyenne, ce n'est pas 10, c'est 12. 12, bien sûr. Et la formation, tout est suivi. Ça répond à des normes. Donc, on ne peut pas permettre... Et là, l'argent ne parle pas forcément. C'est les écoles Justement. d'élite, au fait. Oh, c'est des écoles d'élite, comme en France, on a l'ENA, n'importe qui ne va pas là. On sait que c'est des cadres rompus à la tâche qui sortent de ces écoles-là. Mais permettre à des écoles privées qui nomment... On va nous dire peut-être que c'est des professeurs de ces mêmes établissements publics. Le taux horaire n'est même pas évalué. Il y a des enseignants de l'université publique qui refusent d'aller enseigner dans les établissements privés. Oui, justement. Ceux qui ont... Et là, on cherche peut-être quelques remplaçants. Excusez-moi. Ouais, excusez-moi, ça dépend aussi de la formation qu'a suivi cet enseignant qui est... Non, de son domaine. Voilà, il y a des des professeurs titulaires qui estiment que les établissements privés sont assez légers pour que eux ils aillent enseigner. Justement. Résultat, la qualité de la formation également prend un coup dans les enseignants, les établissements privés, j'allais dire. Est-ce que c'est pas justement en tenant compte de tout ça que le gouvernement décide qu'il n'y ait pas toutes les filières partout? Qu'il n'y ait pas toutes les filières partout, oui. Justement parce que... Non, je dirais plutôt... Un établissement privé ne peut pas tout enseigner. Oui, je dirais plutôt qu'il faut des suivis. Il faut suivre chaque établissement. En temps normal, chaque école devrait être spécialisée dans des domaines donnés. On ne peut pas tout former dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Non, on doit être spécialiste. Soit vous êtes spécialiste en communication et vous devez avoir tout ce qui a rapport à la communication. Vous pouvez créer des filières autour, mais être par exemple une école de journalisme et former en même temps des gens en matière de finance, de comptabilité et autres. Moi, je ne vois pas le lien. Et je ne sais pas comment les gens arrivent à avoir l'autorisation. Et on ne peut pas avoir créé une école. Même... Non, ils n'ont pas d'autorisation, justement. Ils enseignent des choses qu'on ne leur a pas permis d'enseigner, justement, dans les papiers. Non, en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent l'autorisation pour des filières données. Mais quand ils ouvrent l'école, voilà. Quand ils ouvrent l'école, ils enseignent. Pourquoi en son temps, on dit que c'est des diplômes co-signés? En fait, la politique... Même si je démarre avec 2 filières autorisées et que j'en rajoute une dizaine, mais souvent nous allons dans les publicités que c'est des diplômes co-signés. N'est-ce pas pour ça, n'est-ce pas à cause de ça que les réformes sont en train d'être engagées dans le secteur, Aurélien? Oui, tout à fait, parce que je vais ajouter qu'il faut des écoles spécialisées, même les écoles publiques. Vous n'irez pas, vous allez à l'EPAC, c'est rien qui concerne la technique. Oui. Mais ici, une école, ça englobe toutes les sciences de la vie dans notre pays. Et ça donne quel résultat? Malgré les résultats qu'ils annoncent, chaque année, il n'a pas d'état, même depuis le primaire. Il n'a pas ces états qui ne fassent pas de très bons résultats. Et on se demande, où est-ce le faible taux, parce que quand même, au plan national, on voit des taux exécrables, parfois, chaque fin d'année. On se demande, je vais vous donner ces exemples. C'était un coup, et le professeur, c'était pour la manipulation de la caméra, et le professeur qui est censé enseigner la matière, demandait à l'étudiant comment lui peut rentrer dans la caméra là. Que lui, c'est l'autre caméra qui disait que ce n'est pas de sa génération. Et c'est le professeur qui devait enseigner le savoir à cet étudiant. Moi, j'ai revu de composer dans cette matière, je suis parti. Vous voyez, c'est qu'il y a en tout cas, il y a la manipulation qui est à volo, et quand on est pris en tout cas dans ces vagues-là, cela amène donc à réfléchir pour pouvoir éviter qu'on se noie. Parce que lorsque vous prenez les établissements dont nous parlons, ce n'est pas qu'ils ne sont pas conscients de leur irrégularité. Mais c'est que ce sont des habitudes qui sont restées, comme on dit, comme de vieux os, et que les gens entraînent toujours et qu'ils ont de la peine à lâcher. Très bien. Si vous permettez, par rapport à ce problème, il voit que par le passé, il doit avoir d'acquaintance avec ceux qui sont chargés de donner ces autorisations. D'où, excusez-moi, il a des écoles ici. Je ne veux pas citer le nom, et qui disent qu'elles sont les expertes en matière d'informatique, tout ça là. Pourquoi quand ils finissent, les entreprises ne leur font pas la cour
pour susciter le recrutement des étudiants, des produits finis qu'ils auraient sortis. Ils ont d'acquaintance avec ceux qui sont chargés de gérer la direction peut-être, qui sont par le passé. Et c'est pour ça que la ministre a jugé utile et elle a tenu, parce que vous allez voir que l'année dernière, ces gens se sont levés pour dire que pourquoi on doit organiser les examens nationaux. Donc pourquoi on veut dire qu'on veut vous juger? C'est comme les enseignants qui se refusent d'être évalués maintenant. Pourquoi vous refusez? Vous mettez la chose, c'est avec joie que vous devez aller concourir pour tout le cas. Et donc, il faudrait qu'on leur donne 3 ans pour homologation des filières qui leur seront autorisées. Et il faudrait que ça ne soit pas seulement un décret, que ça soit effectivement appliqué. Parce que si on forme très mal les enfants sont sont conduits l'avenir de demain. Donc, voilà. Le Bénin va souffrir de ces carences qu'on aura inculquées à ses enfants. Que la ministre tienne dure et qu'elle aille jusqu'au bout. Et pour finir, parlons politique tout de même. Remarquez avec moi qu'au départ, ils ont commencé par créer l'enseignement secondaire et puis l'enseignement puis le niveau universitaire. Mais par la suite, beaucoup ont délaissé l'enseignement secondaire parce que là, il faut passer le BPC, il faut passer aussi le bac et le résultat témoigne la qualité de l'enseignement que vous donnez. Alors que par le passé en dehors du BTS, la licence, ça se faisait à l'interne. Oui. Donc beaucoup préfèrent créer des établissements supérieurs pour faire. On passait le BTS en Côte d'Ivoire. On passait le BTS en Côte d'Ivoire. C'est après que c'est revenu au Bénin. Et on a commencé par. Mais beaucoup encore laissent le BTS et on dit aux étudiants de laisser le BTS et d'aller directement à la licence. Et on forme parce qu'on sait qu'il n'y a pas de devoir de ceux qui n'ont pas le bac parce que là on justement non écoutez il y a aussi une subtilité hein. Lorsque vous faites ces établissements là vous voyez que quelqu'un par exemple qui veut faire une licence ne paye pas les mêmes frais que quelqu'un qui veut faire un BTS quand quelqu'un qui veut faire un master ne paye pas les mêmes coûts pour les années. Donc il y a assez de paramètres qu'il faille qu'on prenne en compte qui amènent les gens forcément à laisser par exemple. J'ai vu que la ministre a évoqué que le taux au BTS a énormément chuté. Oui. Donc qui font que les gens préfèrent, ils disent, bon, si je dois faire la licence, chaque année je paye tel. Alors que si je dois faire le BTS, je paye tel montant par an. Donc quand on évalue en même temps, on se dit non, bon, allons faire la licence. Donc il y a de ces subtilités-là qui amènent les gens à être manipulés alors qu'en réalité, on doit chercher la qualification professionnelle. Très bien. Et vous allez voir qu'il y a des filières où c'est ce qui a été enseigné en année de licence qui conduit d'être enseigné en année de master. Voilà. Même matière. Il faut revoir tout ça. Il faut véritablement qu'on assainisse le milieu, que peut-être même que je ne dirais pas qu'on recadre les gens par rapport qu'on regarde les gens par rapport également aux frais de formation pour que les gens ne manipulent pas peut-être les frais pour pouvoir amener des gens à faire des formations. Les populations doivent retenir que là où il y a tout le temps la publicité, ce n'est pas toujours la meilleure qualité qu'il y a là. Très bien. Alors, donc, soyez un peu méfiants vis-à-vis des publicités, c'est bien ça. C'est ça. Alors, parlons politique tout de même, et c'est en 5 minutes. Cela signifie que c'est en une prise de parole chacun. Vous avez remarqué depuis un certain temps des blocs politiques qui naissent un peu partout au Bénin. Le dernier bloc en date, c'est le bloc progressiste qui a vu le jour et qui, justement, constitue une formation politique qui entend aller aux élections avec... en son sein, pour l'instant, 11 partis politiques. Ange Banouin, voilà une formation politique qui envisage rafler la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. En tout cas, si on les entend, il y aura également d'autres blocs, c'est sûr, qui vont naître. Comment tenir dans le temps pour que ces blocs-là ne s'éclatent pas juste après l'élection? Écoutez, il faut qu'on essaie d'apercevoir d'abord le contexte de naissance de ce bloc et à quoi répond d'abord ce bloc, avant de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et lorsqu'on rentre dans l'histoire, on se rend compte que la plupart du temps, chaque chef d'État s'est conforté tout au moins d'un ensemble de partis politiques qui ont accompagné sa vision. Et partant déjà de l'UBF sous le temps du général Mathieu Kérékou, en passant par les FCBE sous Boni Yahi, et aujourd'hui avec de façon tout au moins officielle, il va sans dire qu'il y a au moins 3 blocs qui sont en train d'être mis en œuvre, tout autour de l'action gouvernementale. Cela amène donc à dire que, qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, on a besoin de leaders politiques d'un certain cran pour pouvoir accompagner ou tout au moins porter les visions d'un homme d'État. Maintenant, quant à l'avenir de ces blocs-là,
c'est qu'il faut aussi chercher à voir ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu par le passé. Lorsqu'on prend par exemple les différents blocs. Parce que lorsqu'on n'évalue pas ce qui s'est passé dans l'histoire, on risque peut-être de commettre les mêmes erreurs. Et moi, je dirais peut-être que si ce bloc-là va vouloir suivre dans le temps, c'est qu'il doit véritablement s'appuyer sur les différents blocs qui ont existé dans le temps, relever les limites de ces blocs-là et mettre à son actif les éléments qu'il faille mettre en œuvre pour pouvoir éviter qu'ils ne connaissent pas les mêmes sorts que ces derniers-là. Surtout quand on sait que la plupart du temps, ces blocs, quand on parle d'abord de leur identité, l'identité d'abord du bloc et la vision. Parce que la plupart du temps, les questions de vision posent aussi problème. Parce que lorsque, par exemple, le leader du bloc, le leader charismatique, n'est plus aux affaires, ou bien l'un des leaders qui arrive à fédérer les actions est outside, il n'y a que le manque d'une vision fédératrice qui ne soit plus présent, ça amène à l'effritement. Et l'autre chose, c'est aussi la question des tests. Vous allez chuter par oui, oui, je vais chuter par les questions des tests. Parce que lorsque nous parlons des grandes démocraties, on dit en France, il y a la gauche, la droite et parfois aussi les centristes et consorts. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des tests qui régissent ces grands mouvements-là ensemble. Et lorsque vous y adhérez, vous y êtes contraint. Il ne faudrait pas que le fait qu'il y ait peut-être la réforme du système partisan qui va permettre peut-être à l'État de pouvoir accompagner les grands blocs, que cela soit une panacée pour que les grands blocs se mettent ensemble juste pour pouvoir en bénéficier, mais plutôt qu'ils se mettent ensemble tout autour de tests bien rigides qui, pourquoi pas, même puissent sanctionner des gens qui vont enfreindre à ces règles-là pour que les gens ne viennent pas dans des blocs et le lendemain ils vont partir tellement de choses à dire. Et venir voilà. après changer de veste. On a malheureusement la pression du temps derrière. Firmin Sossou. Non, moi je pense qu'il n'y a rien à espérer de ce bloc en ce qui concerne la réforme du système partisan. Nous sommes à la veille des élections et c'est les mêmes acteurs, les gens se retrouvent. Ce sont quand même eux-mêmes qui promeuvent la réforme du système partisan. Non, le chef de l'État doit être vigilant. D'accord. Vraiment. Parce que les gens, en réalité, on a connu plus de 10 déjà, plus de coalitions et autres. Là. On a tout vu au Bénin, on a tout vu de l'UBF, en passant comme il vient de le dire. Comme on n'a plus vraiment... Mon frère, le problème c'est quoi? Nos hommes politiques, ils ont cette manie de tout faire pour se retrouver sur les lycées avec de bons positionnements. Et nous sommes à la veille des élections. Ça aurait été, par exemple, au lendemain des élections de présidentielles de 2016 que moi, je vais saluer ce regroupement-là. Mais sur la forme, il n'y a rien à espérer. Sur le fond aussi, il n'y a rien à espérer. Et le chef de l'État doit être vigilant parce qu'il a été élu, d'accord, avec des mouvements et des personnalités politiques qui l'ont accompagné et non avec des partis politiques. Les partis politiques aujourd'hui... Il ne va pas se passer justement, également des partis politiques. Les partis politiques aujourd'hui... Je propose qu'on revienne sur ce sujet-là demain. Vraiment, on est au terme du temps. Alors, Aurélien. Pour une fois, vous voulez injuste parce que vous ne devez pas laisser le confrère prendre tout le temps. Oui, il ne va pas prendre tout le temps, rassurez-vous. Bon, moi, je voudrais dire que moi-même, je ne l'espère pas. Je voudrais attirer la vigilance du chef de l'État pour dire que ces blocs circonstanciels, le mois est venu. Donc, il faudrait après la réforme du système partisan, je suis étonné de quelque chose. Moi, je saluais bien l'Union fait la nation. Parce qu'en son temps, personne n'y avait cru. Mais ils ont tenu bon. Et pourquoi l'Union fait la nation, à part du PSD, tout cela, se retrouver encore dans un autre bloc? N'est-ce pas pour continuer la réforme du système partisan, les regroupements? C'est mieux que l'Union fait la nation ait disconduit dans un bloc. D'accord. Les autres qui viennent, parce qu'il y a des alliances qui se sont faites à la veille des autres élections. Je ne vais pas citer ces noms-là ici. Alors, par quel mécanisme peuvent-ils durer dans le temps? Est-ce pas c'est circonstanciel. D'accord. On peut prendre d'engagement. Juste un petit mot. Je pense qu'il y a aussi la question de l'identité nationale qui fait que peut-être que les gens ont compris que l'Union fait la nation. Le fait d'avoir fait bataille, cavalier pendant un bout de temps, on a trouvé que... Parce que je pense qu'à l'une des assises de l'Union fait la nation, la question était revenue. S'il fallait changer de nom ou bien faire cela, je pense peut-être que c'est ça. Ils ont même voulu se trouver dans leur parti politique. En réalité, le débat est terminé. Vraiment. Merci. On est au terme. Par rapport à ce bloc, le chef de la peut perdre beaucoup. Au lieu qu'ils aillent dans les recoins pour aller se positionner dans le fief, mais si on dit qu'on est dans un bloc, celui qui veut bien voter pour quelqu'un, celui qui veut bien voter pour quelqu'un,
et qui est contre un autre de cette liste ne veut pas voter. D'accord. Donc, il faudrait que je fasse le Aurélien chef d'affaires. Aïsson. Vous êtes le directeur de publication du journal Carte sur table. Ange Barnouin, directeur du journal L'Actualité. Firmin Sossou. Voilà. Firmin Sossou, journaliste communicateur. Merci à tous d'avoir été là. C'est la fin du débat. Merci de nous avoir suivis. Le matin se poursuit avec Instant Détente.